Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025. Nous ouvrons ce journal en parlant de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mairie du 2e arrondissement de la ville de Garoua dans la région du nord du pays. Ceci par le ministre de la décentralisation et du développement local. Une étape importante dans le processus de décentralisation au Cameroun. Awadali. La ville de Garoua se dote d'un nouveau visage grâce à l'inauguration d'un nouveau siège de l'administration municipale à Garoua 2e ce 10 juin 2025 par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, accompagné de son homologue de l'agriculture et du développement rural, Gabriel Bayrobé. Cette nouvelle mairie est non seulement un édifice de prestige, mais aussi un symbole de développement local harmonieux et durable. La cérémonie a réuni un ensemble distingué des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Parmi celles-ci, l'honorable député Ali Bachir, membre éminent du RDPC et grand officier de l'Ordre national de la valeur, conduit par une délégation notable d'élite de Ngaoundéré pour l'occasion. Le maire de la commune de Garoua 2e a exprimé sa reconnaissance pour ce geste qui améliorera considérablement la qualité des services offerts aux citoyens. La commune d'arrondissement de Garoua 2e, dans sa recherche permanente et de la performance, a pensé qu'il était nécessaire, voire indispensable, d'améliorer les conditions de travail de son personnel. C'est donc fort de tous les avantages que le conseil municipal a validé le projet de construction d'un hôtel de ville. Nous avons cet immeuble joyeux architectural qui se dresse fièrement devant vous. Et du compte désormais parmi les édifices le plus beau de la ville de Garoua. Ce chef-d'œuvre emblématique a été réalisé grâce à la contribution du FEICOM, levier économique essentiel au développement de nos communes. Le ministre Georges Elanga a présenté ses attentes et prodigué des orientations au maire de la commune. Ma recommandation au maire, c'est de continuer à bâtir. C'était bien de faire l'hôtel de ville. Il a fait une incursion dans le domaine du sport et de la culture, en souhaitant que des infrastructures sportives lui soient rétrocédées, et qu'on puisse non seulement faire du sport, mais faire de la culture aussi. Et je souhaite que monsieur le maire, dans son élan de bâtisseur, ait à cœur d'entretenir la voirie de sa commune, qu'il assiste l'éducation en construisant des salles de classe, qu'il assiste la santé en dotant les centres existants de matériel, spécifiquement pour ce bâtiment. Tous ceux qui ont pris la parole, le fait comme moi-même, nous lui avons recommandé de garder ce bâtiment en l'état où on le, de sorte qu'il dure longtemps, qu'il fasse la fierté de la ville et permettre que des services de qualité soient rendus aux populations. Par ailleurs, une action sociale d'une importance capitale a permis de remettre des actes de naissance digitalisés à plus de 1300 enfants âgés d'1 à 14 ans et 500 chèques de santé aux femmes enceintes. Une initiative salutaire qui garantit à ces jeunes une identité légale et l'accès aux droits fondamentaux. La visite du Maine de Vel dans la région du Nord se poursuit du côté du département de la Benue. Ceci est un signe fort de l'attention particulière portée par le gouvernement et le président de la République. Et après la région du nord du Cameroun, mesdames, messieurs, rendons-nous dans la région du littoral. Hier, mardi 10 juin 2025, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté le bilan de la caravane de la revue générale des politiques publiques. Le compte rendu, c'est avec Francine Mané. Joseph Lé a mis en avant les résultats significatifs de la plateforme numérique AIG, lancée le 1er janvier 2025. Les résultats notables, on peut citer 231 496 agents publics qui ont bénéficié d'avancements automatiques avec prise en charge financière immédiate. Une économie substantielle sur la masse salariale a été réalisée grâce à la suppression des 5 000 indemnités rendues. Un portail numérique simplifié, désormais la gestion de carrière des agents publics. La plateforme Aigle, mise en production le 1er janvier 2025, incarne, selon eux, l'innovation la plus structurante du septennat qui s'achève
au niveau du MINFOPRA et de notre administration publique en général. Développé selon les très hautes directives de son Excellence, M. Paul Biya, la revue générale des politiques publiques a permis d'ouvrir un dialogue inclusif entre administration et usagers avec désormais des recommandations ambitieuses axées sur 4 paliers. La digitalisation des services publics avec 85% des participants plaidant pour une accélération à la dématérialisation, la qualité et l'efficacité des services avec 95% des usagers réclamant une révalorisation salariale, des mutations régulières pour garantir une mobilité équitable, la transparence de l'information avec 90% des responsables publics appelant à une meilleure vulgarisation des tests réglementaires, la gestion territoriale avec des mesures adaptées aux réalités socio-anthropologiques des régions septentrionales. Aigle, désormais unique application de gestion des ressources humaines de l'État et de la solde, fédère donc en son sein les anciens systèmes SIGIPES et Antilope. Ce nouveau système qui n'a absolument rien, je dis bien absolument rien à voir avec la tentative avortée baptisée à l'époque SIGIPES 2, ce système permet notamment la fusion des données de carrière et de solde dans un référentiel unique garantissant une maîtrise des effectifs et de la masse salariale, ainsi qu'une rationalisation de la dépense publique. Au terme de cette conférence de presse, l'avenir de l'administration publique camerounaise semble prometteuse sous la direction de Joseph Lay. Et en éducation, les épreuves écrites du certificat d'études primaires sont à l'honneur dans la région de l'Est du pays. À Bertois, les prétendants à ces examens ont répondu présents sous le contrôle des chefs de sous-centre et des chargés de mission. Jean-Titi Ndokmo. Après le concours d'entrée en 6e et de première année technique, c'est au tour du certificat d'études primaires de prendre le relais ce 10 juin 2025 dans les différents sous-centres d'examen de la ville de Bertois, marquant ainsi la fin de l'année scolaire dans le primaire, en attendant bien sûr la proclamation des résultats. Débuté très tôt avec l'arrivée des candidats qui sont aussitôt passés au peigne fin avec le feuille systématique et l'identification, puis la lecture de la police des examens afin de rappeler aux uns et aux autres le danger qu'ils encourent s'ils s'étaient pris en flagrant délit de tricherie. La sonnerie à 8 heures marque le début des hostilités avec comme première épreuve la dictée question pour la mise en condition des candidats. Ce matin, nous avons eu des candidats qui ont développé la fièvre, mais comme nous avons apprêté les comprimés, parce que ça se passe régulièrement, chaque année, oui, on observe, on se dit que c'est dû à la fausse de l'examen. L'enfant qui se portait bien le matin, qui est sorti en bonne santé, arrivé ici, il devient subitement malade, mais pour le moment, ils sont en salle et ils sont en train de composer. Et on pense que ça va aller. Au centre de l'école publique d'application de Yadémé, c'est la même sérénité qui règne. Les élèves attaquent ici l'épreuve de mathématiques et des calculs rapides. Malgré quelques absences, tout se déroule normalement. Sous-centre de l'EPA 1A, qui est du centre d'examen de Bertois 2e, a bien débuté le 7 2025. Tous les candidats étaient là, présents. On a eu quelques difficultés avec certains surveillants qui sont venus un peu en retard, mais ils ont été immédiatement remplacés. Donc tout a bien débuté et tout à l'heure la première épreuve vient de s'achever. Nous avons lancé la deuxième épreuve. Si le certificat d'études primaires n'a plus une grande valeur de nos jours, il marque néanmoins le premier diplôme de l'élève et constitue un levier important pour la suite dans la conquête de la vie. Nous parlons éducation une fois de plus. Mesdames, Messieurs, la 13e édition de la promotion du mérite scolaire à Baloum a donné lieu à de nombreux prisons, permettant ainsi aux élèves de cette partie du pays de bénéficier d'un cadre adéquat pour leur apprentissage. Inès Mingué, Alexis Bemo.
Depuis 2012, la caravane de l'excellence scolaire de la Fondation Fongang a fait tour à tour les départements des Hauts-Plateaux, du Nord et de la Menoie pour stimuler le mérite scolaire. On enregistre plus de 1500 enfants du primaire, secondaire et du supérieur qui ont déjà été primés. Pour cette édition, les lauréats du jour ont reçu des kits scolaires complets et des prix spéciaux. 67 meilleurs élèves du CM1 de l'arrondissement ont reçu chacun des bourses pour le paiement partiel de leur pension. Encadrer la jeunesse, c'est bâtir l'avenir. Lorsque vous regardez cette cérémonie, vous lisez la joie dans les yeux des enfants. Vous regardez le bonheur des populations, ce qui nous pousse à faire mieux, ce qui nous pousse à faire davantage. Encadrer la jeunesse et bâtir l'avenir. C'est dans cet état d'esprit que la jeunesse et les populations du village Baloum ont besoin des élites soucieux de l'éducation des enfants, mais aussi du développement, car cette partie du pays a plus besoin des voies d'accès, de l'électricité, mais également de cette contribution des salles de classe, entre autres. Nous sommes très reconnaissants et nous ne pouvons que lui demander d'aller de l'avant. Car à travers ces gestes, il est en train d'accompagner la jeunesse. Et nous demandons aux autres d'émuler cet acte de générosité. On m'a donné beaucoup de choses. Je ne vais pas encore étudier pour avoir beaucoup de choses. Le représentant de l'État, dans sa prise de parole, a tenu à exprimer sa gratitude aux élites locaux qui utilisent tous les moyens possibles pour contribuer au développement de la localité. Il invite par la même occasion toutes les élites et forces vives de Baloum de se mettre ensemble autour de leur guide pour porter ce groupement au firmament. Et pendant ce temps, la maison du littéraire dans le 3e arrondissement de la ville de Ngaoundéré a accueilli une jeune auteure âgée de 14 ans dans le cadre de l'initiative dans les coulisses de l'écriture, un événement marquant qui a su réunir le grand public. Belmanzewa. À seulement quelques pas de l'adolescence, Olga Ndiaye impressionne par la maturité de sa plume. Devant un public suspendu à ses mots, elle a retracé ses premiers pas d'écrivaine, amorcés dès la classe de 5e. Dans la joie de vivre, elle livre des textes d'une sensibilité rare, où s'entrelacent les élans du cœur, les doutes de l'âme et les rêves de toute une génération. Moi, je voulais encourager les jeunes à se lancer dans la lecture des œuvres. Pourquoi pas eux-mêmes aussi rédiger leurs propres œuvres. Reconnue pour sa plume précoce, elle a vu l'un de ses poèmes sélectionnés pour l'épreuve 0 régionale de langue française au probatoire. Une consécration académique qui vient couronner une passion nourrie avec une constance et humilité. C'est une œuvre qui est une œuvre complexe. Je pense que c'est le premier mot qui résume à suffisance l'écriture de cette jeune poétesse. C'est une œuvre qui est écrite en prose et avec des poèmes blancs irréguliers. Aspirant à devenir gynécologue, Olga n'entend pas choisir entre science et littérature. Elle veut soigner les corps tout en touchant les âmes. Sa poésie, miroir de ses émotions, raconte des vérités universelles, l'amour, la douleur, la résilience. Olga Ndiaye est de ceux-là qui n'ont pas attendu d'abord être adultes pour exprimer leur vision du monde à travers la publication d'une œuvre littéraire de haute facture et digne d'admiration. Au fil des échanges, les jeunes présents ont vu en elle un modèle, une voix qui leur ressemble et leur parle. La maison du littéraire, en accueillant de tels talents, s'impose comme un véritable incubateur de créativité où chaque mot devient promesse d'avenir. Nous entendons œuvrer pour essayer de donner la visibilité à la littérature septentrionale et de la réveiller un peu de son sommeil. C'est une joie de vivre que de s'exprimer par les mots, confie Olga. Et à l'évidence, ce n'est que le premier chapitre d'une histoire littéraire qui ne fait que commencer. Le département du Mayo-Sava fait partie de ceux ayant été fragilisés par la secte islamique Boko Haram, une situation venue handicaper la coexistence pacifique et la vie harmonieuse entre les communautés de diverses religions, malgré de nombreuses sensibilisations et des ateliers.
Face à l'insécurité grandissante dans la région de l'extrême nord du pays, Luthériens du Cameroun s'engagent à inverser la tendance en capacitant les leaders religieux, associatifs, gardiens de la tradition à travers un atelier axé sur les croyances et les religions. Pourquoi Kolofata? Déjà, il faut rappeler que Kolofata est une localité qui a traversé des moments très difficiles avec les exactions de la secte Boko Haram. Et le passage de cette secte Boko Haram n'est pas resté inaperçu. Il y a eu beaucoup de conséquences parce que cette localité reçoit en ce moment beaucoup de personnes déplacées, d'où cela impacte autrement un climat de vivre ensemble où il y a une stigmatisation de certains groupes de personnes, des stigmatisations basées sur la religion et puis la multiplication des discours de haine au sein de la population, ce qui entrave le climat de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et par ricochet, ça influence aussi le décollage économique de cette localité. Réunis autour de cet atelier en présence des autorités administratives, les participants ont été édifiés sur la question de la laïcité du Cameroun, la liberté de croyance, de religion, selon le Coran et la Bible, et l'impératif d'organiser des activités de promotion de paix. On va cohabiter ensemble et avec la tolérance, y compris la liberté religieuse. Je vais les accepter, on va s'accepter, eux aussi vont m'accepter, on va vivre ensemble. Et je veux même davantage apprendre à lire le Coran, la version française. Après des exposés présentés par les experts de l'islam et du christianisme, plus de 80% des participants ont pris l'engagement d'œuvrer en faveur de la compréhension des diverses religions du terroir, de la tolérance, de la solidarité et l'amour entre les communautés, gage d'un environnement pacifique et d'une prospérité évidente sur le plan socio-économique et culturel. Et en sport cyclisme, parlons du Tour cycliste international du Cameroun, cap à Douala, avec Jean-Joseph Pichot. 0, c'est parti pour le Tour de reconnaissance. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, vous êtes en direct de My Media Prime Télévision. Nous sommes au quartier Aqua à Douala, dans le premier arrondissement, où se tient depuis ce matin le 7e tour de la 10e et de la 21e édition, autant pour moi, de la course internationale, du Tour cycliste international du Cameroun. Alors là, derrière moi, vous avez donc l'ensemble des cyclistes qui sont prêts pour le top départ ici même à Douala. Alors le temps pour nous de rappeler que cette compétition est placée sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Vous aurez donc, nous avons 10 équipes en lice et c'est la course, la compétition, je vais dire, qui a débuté la région du Cameroun et comprend 10 tours. Nous sommes donc au 7e tour. Il reste donc 3 tours qui vont s'effectuer sur 10 jours. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que c'est sur une distance, les 10 88,72 km que s'effectue donc l'ensemble du tournoi. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e étape. Alors, mesdames et messieurs, il faut savoir que la team Cameroun, qui est ici, est représentée par 3 équipes, à savoir la Cameroun National Team, voilà, la SCN Vélo Club et l'équipe de l'Espoir du Cameroun qui sont déjà en lice. Et jusqu'ici, le Cameroun a obtenu un maillot jaune, un seul maillot jaune qui a été remporté lors de la première journée, lors donc du premier tour qui s'est déroulé dans la région de l'extrême nord et du nord. Et c'était par Boris Michel Tchente. Les autres maillots jaunes ont été rapportés dans la suite par l'Allemagne et l'Algérie. À l'entame, la course n'a pas pu être effectuée ici, ou alors la course proprement dite n'a pas pu être à cause de l'état dégradé de la chaussée. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'organisateur, ou je dirais le président de la compétition. On fait le circuit prévu. Après cette reconnaissance, les coureurs ont
ont décidé de ne pas prendre le départ. Et dans ce cas, ni la fédération qui organise la compétition, encore moins l'UCI, qui est l'organe fêtière du cyclisme mondial, ne peut forcer les coureurs. Et la raison, elle est simple. La raison, elle est simple. La chaussée est dégradée. Voilà. Voilà la raison. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà la raison. On ne va pas chercher très loin. Et voilà qui referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision.